Aujourd'hui, dans Parlons-en de l'économie et quelques chiffres. 50 000 $ le 9 septembre, 70 000 le 6 novembre, 100 000 le 5 décembre. Le Bitcoin a franchi jeudi dernier la barre très symbolique des 100 000 $ l'unité, un mois tout juste après la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Lui qui est passé en quelques années d'ennemi à meilleur soutien de la plus puissante des crypto-monnaies, 16 ans après sa création. La monnaie virtuelle, jusqu'ici très volatile, fait toujours l'objet de beaucoup de fantasmes et de projections. Lui prête un pouvoir politique, a-t-on raison de le faire? Faut-il s'en inquiéter? Que nous raconte aussi l'histoire du Salvador, premier pays au monde à l'avoir adopté comme monnaie courante. Jusqu'où ira le Bitcoin? C'est le sujet de Parlons-en aujourd'hui avec Christophe Dansette, Romain Rouffel et Alexandre Stachenko. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Alexandre Stachenko. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, directeur de la stratégie chez Paymium, la plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. Vous êtes auteur, conférencier sur le sujet et vous avez signé en 2022 Bitcoin et crypto-monnaies faciles, voilà qui nous emmène dans le fond du sujet. C'est sorti chez First Edition. Bonjour Romain Rouffel. Bonjour. Entrepreneur et professeur en Bitcoin à l'EDEC. Bonjour Christophe Dansette, vous êtes ici chez vous. Journaliste au service éco à France 24. Peut-on, s'il vous plaît, messieurs, commencer cette discussion par faire un effort collectif de pédagogie, car il le faut encore, 16 ans, je le disais, après la création du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est, Alexandre Stachenko? Pour ceux qui ne le connaissent pas, que cette monnaie virtuelle, d'où vient-elle? Plusieurs questions. Alors, moi, souvent, je dis que pour comprendre ce que c'est, il faut d'abord parler du problème que ça vient résoudre, parce que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas conscients qu'il y a un problème que Bitcoin cherche à résoudre. Mais si on devait le résumer très rapidement, c'est un système de paiement électronique pair à pair. Donc, c'est une monnaie et un système de paiement. C'est vraiment deux choses complémentaires. Et ça vient résoudre un problème donc sur la monnaie et un problème sur les systèmes de paiement. Sur la monnaie, pour le dire assez brièvement, mais en gros, ça vient résoudre un problème qui est, on va dire, en place depuis une centaine d'années, une cinquantaine pour être encore plus précis, qui est que la monnaie fiduciaire, donc la monnaie actuelle, l'euro, le dollar, etc., sont des monnaies qui sont des fuites en avant généralisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont basées sur rien du tout. Il n'y a rien derrière. Fut un temps, il y avait de l'or, par exemple, derrière chaque unité monétaire. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a simplement la confiance que l'on porte dans une institution qu'on appelle la Banque centrale, dont la mission est contre-intuitive, puisque sa mission, c'est de détruire la valeur de cette monnaie, à minima à hauteur de 2% par an. Et donc ça, c'est un très gros problème, parce que d'un point de vue macro, ça veut dire qu'on favorise le clientélisme politique, qu'on favorise le court terme, qu'on favorise la prédation sur les ressources, qu'on favorise le capitalisme de connivence, qu'on favorise la concentration du secteur bancaire, la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Donc c'est un très très gros problème, ce système monétaire. Et Bitcoin vient proposer une solution alternative qui a pour différence d'être indépendante, neutre, non manipulable par les États et limitée, donc rare, donc évidemment qui n'est pas infinie comme la monnaie en face. Sur la partie système de paiement, c'est un autre problème qui est que depuis qu'on numérise l'économie, depuis quelques dizaines d'années, on a été conduit à une concentration extrêmement forte des systèmes de paiement et notamment de l'industrie bancaire. Alors, en France, il ne reste plus que 5 banques en gros. Aux États-Unis, il en reste encore quelques milliers, mais c'est très concentré autour de quelques banques principales. Et en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui s'insérer dans l'économie mondiale si on n'a pas un compte bancaire ou un accès à un intermédiaire de confiance. Donc ça, c'est très problématique parce que fut un temps où on pouvait avoir une économie qui fonctionne de pair à pair, on s'échange des billets par exemple. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si on veut s'insérer, il faut être agréé, on va dire, il faut qu'une institution dise oui, je veux bien traiter avec vous. Et ces institutions deviennent incontournables et donc elles ont un grand pouvoir à la fois sur la vie privée des gens qui est en train de partir assez rapidement, et on pourra l'évoquer plus tard, mais ça pose énormément de problèmes, mais aussi sur tout simplement l'arbitraire que ça représente. Si on n'a pas accès à un compte bancaire aujourd'hui, difficile de toucher un salaire, difficile de se loger, difficile de s'insérer dans la société, etc., etc. Vous avez dit beaucoup de choses, on va décrypter certains des éléments que vous avez avancés. Romain Rouffel, est-ce qu'aujourd'hui tout le monde a accès au Bitcoin? Tout le monde peut y avoir accès, c'est évident. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet ou un smartphone pour y avoir accès. Et donc, on peut dire que c'est une vraie solution au problème de débancarisation qui est un problème mondial. Je crois que la moitié de la population mondiale n'a pas accès à un compte en banque. Aujourd'hui, n'importe qui, très facilement, peut avoir accès à Bitcoin, peut commencer à faire des échanges et peut créer un début d'économie locale. Donc oui, je pense que c'est un vrai vecteur d'inclusion.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de personnes dans le monde ont des bitcoins? Je crois que c'est un chiffre c'est plusieurs compliqué à centaines de établir. millions. En fait, on sait que c'est autour entre 600 et 700 millions de gens qui ont des cryptos, mais il n'y a jamais de sondage qui est fait spécifiquement sur Bitcoin. Mais empiriquement, à chaque fois qu'on fait un sondage sur les cryptos, on trouve qu'il y a autour de 60 ou 70% de gens qui ont des cryptos, qui ont des bitcoins. Donc ça nous donne 400 millions, quelque chose comme ça. Parce qu'on parle du bitcoin parce que c'est la plus célèbre des crypto-monnaies. Christophe, il y en a plusieurs des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de crypto-monnaies. Ce que je voulais dire simplement, c'est par rapport à ce que vous disiez, l'arrivée ou la création du Bitcoin, c'est 2008-2009. On arrive juste après la crise financière de 2008. Et donc, il y a un problème aussi à résoudre. Il y a tout l'économie financière, les banques qui se sont en partie effondrées, qu'il a fallu sauver. Et donc, les créateurs du Bitcoin, qui sont d'ailleurs entourés d'un grand secret, puisqu'on ne sait pas qui est officiellement le fondateur du Bitcoin, arrivent dans cette période-là d'incertitude bancaire aussi. Oui, tout à fait. Et alors peut-être pour compléter un peu sur une définition, un peu, même si c'est dur de définir vraiment ce qu'est Bitcoin, j'aime bien celle de la Fed, en fait, d'une filiale de la Banque centrale américaine, la Fed de Saint-Louis, qui dit « Bitcoin, c'est la première monnaie virtuelle pour laquelle il n'y a pas de boss, il n'y a pas de management, mais ça marche quand même, en fait. » Et c'est ça un peu la magie de Bitcoin, c'est-à-dire que pour la première fois, on arrive à créer un système monétaire qui arrive à se passer d'une institution centralisée, qui arrive à se passer d'une banque centrale, d'un système notarisé et qui fonctionne. Et c'est précisément pour les opposants au Bitcoin l'un des problèmes, mais on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais qu'on continue à essayer de décliner quantité de questions qu'on se pose quand on évoque cette monnaie. Est-ce que la quantité de Bitcoin aujourd'hui dans le monde est connue et est-ce qu'elle est limitée ? Oui, à l'heure actuelle, il y a à peu près une vingtaine de millions d'unités qui ont été émises. Alors, je rassure tout le monde, c'est divisible jusqu'à 8 chiffres après la virgule, donc on peut encore acheter pour 1 euro, 1 centime de Bitcoin. Et qui émet ? Alors, c'est le mécanisme en fait, de Bitcoin qui est un algorithme. En fait, il y a une quantité donnée qui est émise toutes les 10 minutes. En ce moment, c'est 3,125 Bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes. Et en fait, cette quantité, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. C'est ce qui fait que l'émission va tendre vers un maximum qui va être atteint en 2140, donc c'est pas demain, mais qui sera de 21 millions d'unités. Donc ça, effectivement, en termes de proposition de valeur, c'est en contradiction totale avec le système monétaire actuel dans lequel il n'y a pas de maximum théorique. Et on l'a bien vu, ça crée un certain nombre de problèmes parce que lorsqu'on a le Covid, lorsqu'on a la crise financière, lorsqu'on a des événements majeurs, eh bien, en fait, il n'y a plus rien qui retient les institutions monétaires au niveau international d'avoir cette tentation en fait, de doubler la masse monétaire pour sauver des acteurs financiers parce qu'on est dans cette fuite en avant dont je parlais. L'image que l'on voit à l'antenne, c'est un leurre. Le Bitcoin, là, est représenté sous sa forme physique. En réalité, on l'a compris, il est virtuel. Mais est-ce que si j'achète du Bitcoin en sortant de ce plateau, je comprends que je peux encore le faire. Est-ce que je peux l'échanger en monnaie sonnante et trébuchante à l'ancienne ? Romain Roffel. Tout à fait, je vais peut-être laisser Alexandre, c'est le métier. Ouais, justement, effectivement, typiquement, Paymium, c'est une place de marché, c'est une bourse, donc on fait un compte sur Paymium et ensuite on peut alimenter le compte soit en euros, soit en Bitcoin et on peut faire des échanges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les problématiques qui ont pu l'être un temps, notamment de liquidité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se vendre son Bitcoin à tout moment, n'en sont plus vraiment. C'est un des actifs les plus échangés de la planète. En termes de capitalisation de marché, il faut savoir que ça a fait son entrée dans le top 10 des actifs les plus valorisés de la planète. Il n'y a que l'or aujourd'hui comme marchandise qui est plus valorisé que Bitcoin, qui est autour de mémoire 15 000 milliards de dollars de capitalisation. Tout le reste, c'est des boîtes américaines, c'est Alphabet, c'est Nvidia, etc. Mais ensuite, il y a Bitcoin. Donc, c'est très, très capitalisé. Et en termes d'échange, on est à plusieurs dizaines de milliards de volumes par jour en dollars. Donc, c'est largement faisable d'échanger son Bitcoin. Oui. Et il a même une caractéristique essentielle, c'est-à-dire que Bitcoin, c'est le seul système financier qui ne s'arrête jamais et qui ne s'est jamais arrêté de fonctionner, c'est-à-dire 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est ce qui fait aussi parfois que son cours peut apparaître aussi volatile, c'est que c'est le seul actif à tout moment, c'est-à-dire un samedi à minuit, vous avez besoin de liquidité, vous pouvez vendre ce Bitcoin. C'est impossible à faire avec tout autre type d'actif parce que les marchés ont des horaires très fixes d'ouverture et de fermeture. Autre question de néophyte pour qu'on comprenne bien, Christophe, peut-être c'est un outil spéculatif ou c'est un outil transactionnel ? Ça me sert des bitcoins à acheter, échanger des choses ou c'est pour me faire une petite je dirais épargne ? Les deux ? Les deux, en général. À la fois, le but est de faire des transactions, mais en réalité, on voit bien qu'il y a beaucoup de spéculation. Il y a des gens qui gardent
qui gardent le Bitcoin très longtemps pour essayer de voir son cours augmenter. Et parfois ça marche pas, parce qu'effectivement, il y a une volatilité. Mais ce qu'on peut quand même, malgré cette volatilité dire, c'est que depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on est quasiment sur une courbe ascendante, avec certaines crises, effectivement. Mais ça remonte. Je ne sais pas jusqu'à quand. Avec ce cap donc des 100 000 $ franchi la semaine dernière, on va est passé un petit peu en dessous. y revenir. Il est redescendu. Depuis, j'ai une devinette pour vous, facile, je pense. Qui a dit « Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui ne sont pas des monnaies dont la valeur est très volatile et fondée sur du vent ?» Donald Trump. Donald Trump, c'était en juillet 2019. Bonne réponse ici à ma gauche. Les crypto-actifs sont non régulés, facilitent les comportements illégaux, dont le trafic de drogue. C'était effectivement Donald Trump en juillet 2019. Ce même Donald Trump qui disait il y a quelques mois tout l'inverse. C'était à Nashville, Tennessee, en juillet 2024, pendant la campagne électorale. On l'écoute. Cet après-midi, j'expose mon plan pour faire en sorte que les États-Unis soient la capitale mondiale de la crypto-monnaie et la superpuissance mondiale du Bitcoin. Et nous y parviendrons. Nous les empêcherons de toucher au Bitcoin. Ils ne toucheront pas aux crypto-monnaies. Ils les laisseront se développer. Nous allons les laisser se développer. Dès le premier jour, je limogerai Gary Gensler et nommerai un nouveau président de la SEC. Voilà, Gary Gensler, le patron effectivement du gendarme de la bourse américaine, haï par le secteur, on va y revenir, et que Donald Trump veut remplacer effectivement à partir du mois de janvier. Que s'est-il passé, Christophe, en 5 ans pour que Donald Trump devienne un Bitcoin bro, comme on dit? Je remonterai même à 2016, parce que 2016, le Bitcoin, il a environ 1 000 $, il me semble, et c'est pas du tout un sujet. Donald Trump ne connaît pas le Bitcoin. D'ailleurs, il a plus ou moins découvert le Bitcoin très récemment, pendant la campagne. Il est tout à fait tout compris, on va y revenir. Oui. Voilà, exactement. En 2016 aussi, autre élément important, en 2020, pardon, autre élément important, c'est que la campagne, elle est en partie financée par un homme, et c'est celle de Joe Biden, un pro crypto qui deviendra célèbre après, c'est Sam Bankman-Fried qui devient le 2e donateur de Joe Biden. À ce moment-là, on a plutôt une sphère crypto-monnaie qui est plutôt pro-démocrate. Et en fait, ce qui change, effectivement, c'est le personnage de Gary Gensler, les années Biden qui sont marquées par un certain nombre de mises en cause d'un certain nombre d'acteurs des crypto-monnaies, avec des amendes, plusieurs milliards de dollars d'amendes contre ces acteurs. Et donc, la sphère crypto se retourne contre ce Gary Gensler, contre les démocrates, et il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que donc Donald Trump voit cette possibilité de s'arroger ce lobby, puisque ça devient un lobby qui deviendra le 2e donateur de la campagne cette fois, et en grande partie pour financer des sénateurs, des représentants pro-crypto au Congrès qui seront pour beaucoup élus. Beaucoup d'argent du monde crypto déversé effectivement dans cette campagne, pas qu'aux républicains, mais en l'occurrence, ça a sans doute enlevé Donald Trump et l'a mis sur cette politique. Depuis sa réélection, je crois que la valeur du Bitcoin a gonflé de 40%, dépassé donc ce seuil historique des 100 000 $ la semaine dernière. Qu'est-ce que la victoire de Trump, ou qu'est-ce que Trump a promis au secteur, Alexandre Sachenko, qui fasse flamber les cours à ce point ? Alors, plusieurs choses, mais d'abord, il y a une distinction qu'il faut faire, c'est que, justement, il y a le sujet Bitcoin d'un côté, puis il y a le sujet crypto de l'autre. Alors, quand on dit que Gary Gensler était haï par l'écosystème crypto, en fait, pas tout à fait. Il y avait beaucoup de gens, plutôt bitcoiners, qui, eux, avaient plutôt un œil neutre sur Gary Gensler, parce qu'il faisait quelque chose que d'autres ne faisaient pas, c'est qu'il faisait cette distinction. Il disait bien, il y a Bitcoin d'un côté, qui est une marchandise, une commodity, donc finalement, c'est pas à moi de la réguler, il n'y a pas de fondateur, c'est pas un titre financier, il n'y a pas de dividende, il n'y a rien. Donc, finalement, ce n'est pas un titre financier au sens de l'autorité des marchés financiers. Par contre, le reste des cryptos, il y a une fondation, il y a des investisseurs, parfois il y a des dividendes, etc. Donc, on va le réguler comme des titres financiers. Et donc le vilain petit canard, c'était plutôt le Bitcoin. Alors non, justement, c'est que pour Bitcoin, c'était très bien. C'est-à-dire que la plupart des Bitcoiners, ils veulent faire cette distinction. Pour beaucoup de gens dans l'appréhension commune, en fait, il y a le monde des cryptos et dedans, il y a un petit bout qui est Bitcoin. La réalité, elle est beaucoup plus proche d'une séparation. C'est-à-dire il y a Bitcoin d'un côté, et puis il y a le monde des cryptos de l'autre, dans lequel il se passe plein de trucs.
Et cette distinction, elle est importante à faire parce que sinon, elle nous fait rater la big picture, entre guillemets, la grande image, pour parler français. Parce que dans le monde des cryptos, il y a de tout. En fait, les cryptos, c'est pas un tout homogène. Il y a des stablecoins, donc des jetons qui représentent des monnaies fiduciaires. Il y a des NFT qui sont donc des titres de propriété sur des œuvres limitées. Il y a des obligations, il y a des actions. Il y a plein de trucs. En fait, c'est comme les actifs financiers. Bitcoin, lui, est un ovni. Il correspond à rien. Il est nouveau, on l'a dit. C'est le premier système monétaire qui fonctionne alors même qu'il n'y a pas d'autorité derrière. Donc, il porte des enjeux politiques et géopolitiques qui sont impressionnants. Ce qui n'est pas forcément le cas des cryptos, dans lequel il y a quand même 95% d'arnaques, etc. Donc, ce Gary Gensler... Alors, c'était une promesse qui était facile à tenir pour Trump, puisque de toute façon, il allait partir, puisque c'est la tradition, donc, quand le président change de camp, le président de l'autorité marché financier s'en va. Il a annoncé qu'il démissionnerait le 20 janvier. Exactement. Mais remplacé par Paul Atkins. Qu'il fasse la promesse ou non, de toute façon, il allait partir. Mais surtout, pourquoi je fais cette distinction-là? Parce que dans le monde des cryptos, beaucoup de gens qui souhaitaient voir le départ de Gary Gensler étaient en fait des gens qui étaient en procès avec la SEC. Effectivement, on l'a dit, parce qu'il propose des cryptos à la vente et que donc du coup, selon la SEC, donc l'autorité des marchés financiers, eh bien en fait, il proposait des titres financiers non régulés à la vente aux Américains, donc c'est illégal. Donc ces gens-là qui étaient en procès, ils avaient intérêt effectivement à ce qu'on change de président de l'autorité des marchés financiers. Et au-delà de ça, Romain Rouffel, il y a les promesses de Donald Trump, parmi lesquelles une dérégulation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire alléger les contraintes sur la détention de Bitcoin, notamment auprès des investisseurs institutionnels. Voilà. Jusqu'à présent, c'était assez compliqué en tant qu'entreprise, en tant que fonds d'investissement, de détenir des Bitcoins. C'est d'ailleurs ce qui avait fait le succès d'un produit qui a été lancé en début d'année et qui a largement alimenté la hausse des cours aussi, qui est ce qu'on appelle un ETF. Donc c'est un fonds qui permet assez simplement d'avoir une exposition aux variations du Bitcoin sans le détenir. Ça a été un produit qui a eu énormément de succès, qui a alimenté la hausse des cours de 30 000 à peu près 60 000 $. C'est un premier pas. Donald Trump a promis de faire plus. Et il a même promis quelque chose d'assez spectaculaire, c'est le fait d'établir un fonds de réserve. Une réserve nationale stratégique en Bitcoin. En Bitcoin, exactement. Donc ça, bon, est-ce que ça va vraiment arriver? On n'en sait rien. Ce qui montre quand même que Donald Trump a une compréhension, je pense, assez limitée du sujet, c'est qu'on voit qu'il est très critique à l'égard de tous les concurrents du dollar. Voilà, quand des pays comme la Chine, la Russie essaient de faire des systèmes monétaires un peu alternatifs, il monte les muscles. Là, on voit qu'il est très opposé à ça. Je pense que s'il avait compris quel était le but sous-jacent de Bitcoin, un des fondements de Bitcoin, c'est de proposer une alternative aux monnaies centralisées comme le dollar. Y compris le dollar, oui. Voilà, il serait peut-être moins complaisant à l'égard de Bitcoin aujourd'hui. D'ailleurs, autre élément qui peut douter de la compréhension de Donald Trump du Bitcoin, il a dit vouloir que tous les Bitcoins soient fabriqués aux États-Unis, ce qui a priori, Christophe ou Romain, n'a pas beaucoup de sens. Non. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. En tout cas, il faut qu'il soit miné. Et pour qu'il soit miné, il faut des ordinateurs extrêmement... Ce que ça veut dire. Alors, c'est des calculs d'ordinateurs extrêmement puissants qui utilisent aussi beaucoup d'énergie. Et en fait, je crois que une de ses idées, c'est de ramener beaucoup d'industries aux États-Unis avec des aides pour ramener toutes ces industries et en partie l'industrie du minage qui s'est beaucoup développée dans des pays d'ailleurs plutôt froids, en Islande. Maintenant, c'est surtout les États-Unis, justement. Aux États-Unis, dernièrement, c'est vrai. Le sujet du minage, il est intéressant parce que dans sa déclaration, alors d'abord 2 mots sur la réserve stratégique, c'est vrai que c'est une annonce assez forte et qui en fait, avant même d'être mise en place, a déjà créé son effet domino pour une raison assez simple, c'est que jusqu'à présent, quand on disait le Bitcoin c'est un concurrent monétaire aux monnaies fiat, etc. Regardez, il y en a un pays qui en a fait sa monnaie nationale, le Salvador. On avait même eu un ministre français qui avait répondu le Salvador, soyons sérieux. Là, c'est la première puissance mondiale, donc forcément, ça change la donne. Et donc, on voit déjà que au Brésil, il y a des députés qui ont fait une proposition de loi pour faire une réserve stratégique de Bitcoin. En Russie, c'est pareil. Certains États au sein des États-Unis, je pense à la Pennsylvanie, ont commencé à dire il faut qu'on dépasse le président américain et qu'on fasse notre réserve avant. Donc il y a un effet théorie des jeux et domino qui a été lancé. Sur la partie minage, il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que dans la forme, quand il dit on va miner tous les bitcoins restants aux États-Unis, ça n'a strictement aucun sens. Non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus ce serait dangereux. Parce que si tous les bitcoins étaient minés aux États-Unis, ça voudrait dire que 100% du réseau est aux États-Unis, donc le bitcoin ne vaut rien, puisque s'il n'a plus de proposition alternative. Par contre, dans le fond, ce qu'il dit, c'est
en fait un message à l'industrie. Venez, on va arrêter de vous chasser, parce que certains mineurs qui étaient notamment au Texas, qui est un endroit où il y a énormément de minage, en fait se faisaient tout simplement chasser. Il y avait l'administration qui leur faisait des enquêtes tous les mois pour leur demander votre électricité vient d'où, est-ce qu'on peut regarder vos machines, est-ce qu'on peut vous faire un audit supplémentaire, donc c'était très difficile. Alors même que le Texas, notamment le réseau électrique, donc l'équivalent d'Enedis au Texas qui s'appelle ERCOT, passe son temps à dire laissez-nous mettre du minage, ça nous aide à faire la transition énergétique, on a besoin d'équilibrer le réseau, on ne savait pas qui pouvait le faire avant, et donc ils ont déjà 3, 4, 5 gigawatts de puissance de minage installée, et ça les aide pour la transition énergétique. Donc Trump, dans le fond, ce qu'il dit, c'est on va arrêter de vous embêter, venez vous installer, alors que nous, en France, typiquement, EDF, on aurait pu miner beaucoup de Bitcoin et d'ailleurs éponger une partie de la dette, mais comme c'est un sujet politique Bitcoin, EDF est fermé, en tout cas jusqu'à présent, et chasse les entrepreneurs. On va revenir sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai changement de paradigme. On est à un moment où la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, quand elle parle de Bitcoin, dit c'est un funny business. C'est-à-dire c'est bon, c'est quelque chose d'un peu rigolo comme ça. Et à côté de ça, on a aux États-Unis donc le président de la première puissance mondiale qui dit même si ça n'a pas trop de sens, voilà, on va tous les miner. C'est un signal fort quand même. Il a derrière lui deux figures qui sont dans ce sens-là. J.D. Vance, son vice-président, et Elon Musk, on en a beaucoup parlé avec vous, Christophe, notamment. Vous évoquiez le Salvador. On va y aller au Salvador, effectivement. En 2021, ce petit pays d'Amérique centrale est devenu le premier au monde à introduire légalement le Bitcoin au même titre que le dollar, sujet que vous connaissez bien, Romain Rouffel. Paris aussi audacieux que critiqué. Quel bilan tiré de cette initiative? On va en reparler dans un instant, mais d'abord on va regarder un extrait du grand format qu'avait signé en 2022 Laurence Cuvillier. Elle était allée dans l'une des villes sur la côte où on parlait et on mangeait Bitcoin. On regarde. C'est ici que l'histoire a commencé il y a 2 ans. El Zonte, un tout petit village, le premier à avoir surfé sur la crypto-monnaie, quand Jorge a créé l'application Bitcoin Beach avec ses associés. Là, je n'ai pas de monnaie sur moi, alors pour la payer, j'utilise son code QR que je scanne. Son nom apparaît, j'indique la quantité et voilà. Je viens de lui envoyer $180 en Bitcoin. Hot dog, soda ou recherche téléphonique, ici, tout peut être payé par ce biais. Ça vaut le coup pour mettre un peu d'argent de côté. L'argent qu'on reçoit en Bitcoin, on n'y touche pas. On le laisse fructifier. Maintenant, on a enfin une possibilité d'épargne dans le village. Les gens se créent un petit pécule et n'ont pas besoin d'aller à la banque ou de faire la queue. Et si vous pensiez encore que les crypto-monnaies étaient l'apanage des nouvelles générations, j'ai été la première à accepter le Bitcoin. Chez Mama Rosa, on cuisine encore au feu de bois, mais on paye sa note en argent numérique. En vérité, au début, personne ne savait ce que c'était. Mais on nous a expliqué que c'était une monnaie virtuelle. J'ai acheté 2 vaches. Ça n'aurait pas été possible sans le Bitcoin. Mais dès qu'on sort d'El Zonte, le Bitcoin est plutôt tombé à plat. Car Nayib Bukele, c'est une main de fer sous un look de hipster. Et le secteur privé déplore que la petite révolution monétaire ait été lancée sans aucune consultation et à marche forcée. Les 3 mois qui ont séparé l'annonce de la mise en pratique ont été complètement chaotiques. Le gouvernement ne nous disait rien et par-dessus le marché, nous menaçait en nous disant que tous les commerçants devaient être prêts à utiliser le Bitcoin. Cela voulait dire développer les logiciels, investir et former les gens. San Miguel, la 2e ville du pays, c'est la monnaie papier qui règne encore. Quand le gouvernement a donné les $30, j'ai téléchargé l'application. Mais après les avoir dépensés, je ne l'ai plus utilisée. Elle ne me sert à rien. Une population peu enthousiaste, mais le maire Will Salgado sait que la nouvelle monnaie a un grand avantage. Les transactions sont instantanées, sans frais et sans impôts. Une aubaine pour tous ceux qui vivent des remessas, cet argent envoyé par les membres de leur famille partis travailler aux États-Unis. Laura reçoit des remessas de son frère en Bitcoin par le biais de l'application. Elle peut ensuite les convertir en dollars dans des centres agréés. Avant, on devait payer des frais d'envoi. Mais avec cette application, c'est complètement gratuit.
Si les habitants ne plébiscitent pas encore l'expérience, pour des centaines d'adeptes du Bitcoin, le pays est devenu la terre promise d'une nouvelle ère. Voilà pour ce reportage tourné en 2022, un an donc après la mise en place généralisée du Bitcoin au Salvador. Depuis, la plus-value pour le Salvador a été assez énorme, je crois que c'est 300 millions de dollars. Pour autant, on le voit, ça ne s'est pas vraiment démocratisé. Quel bilan on peut tirer de cette expérience C'est un bilan qui est mitigé, il y a du positif et du négatif. En négatif, je pense que ce qui a le plus déçu le président du Salvador, Nayib Bukele, c'est que ça n'a pas été utilisé autant qu'il l'aurait souhaité, notamment pour ce qu'on appelle les remises, donc la diaspora salvadorienne qui renvoie de l'argent au pays, ce qui est une partie substantielle de l'économie salvadorienne. De mémoire, c'est un quart du PIB. Il y a autant de Salvadoriens qui vivent en dehors du Salvador que Salvador, et c'est un pays qui s'est vidé de sa population il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années à cause de la guerre civile. Donc là-dessus, ils comptaient beaucoup sur le Bitcoin parce qu'aujourd'hui, ça passe par des intermédiaires financiers qui peuvent prendre jusqu'à 8, 10, 15% de commission de transaction, donc c'est important, et ça ne s'est pas autant développé qu'il l'aurait souhaité. Après, en termes de réserve de valeur, je pense que l'actualité lui donne raison, effectivement, c'est plutôt un bon pari qu'il a fait, mais c'est très difficile de l'analyser aussi parce qu'il l'a légalisé comme monnaie légale à un moment où le Bitcoin amorçait une chute de ses cours jusqu'à il y a pas si longtemps. En revanche, dernière chose, c'est que le point peut-être le plus positif de cette annonce pour le Salvador, c'est que ça a contribué à une forme d'image de marque du Salvador qui, en fait, il y a encore 5 ans, c'était la capitale du crime dans le monde. C'était la zone la plus dangereuse hors zone de guerre. Il y avait un nombre de meurtres vraiment incroyable. 5 ans après, non seulement la sécurité est revenue, mais en plus, les gens en parlent comme du Singapour de l'Amérique latine, l'endroit où il y a de l'innovation financière, les entrepreneurs arrivent, les capitaux arrivent. Donc c'est plutôt une question d'image de marque globale. Ça, c'est lié aussi à la politique ultra répressive du président Bukele contre l'économie du gang au Salvador. Mais on va continuer à en parler juste après la pause. À tout de suite. Il est 10h30 ici à Paris. La suite de Parlons-en aujourd'hui autour de cette question: jusqu'où ira le Bitcoin, la plus célèbre des crypto-monnaies qui a dépassé la semaine dernière le seuil historique des 100 000 $ l'unité, un mois tout juste après l'élection de Donald Trump, dont on l'a dit, la politique à l'égard de cette crypto-monnaie a changé du tout au tout, notamment au cours de la campagne pour sa réélection. On en parle jusqu'à 10h45 avec vous, Alexandre Stachenko. Merci encore d'être là. Romain Rouffel, rebonjour, et Christophe Dansette du service Éco de France 24. On évoquait l'exemple du Salvador juste avant la pause, qui est donc, on le rappelle, le premier pays au monde à avoir introduit légalement le Bitcoin au même titre que le dollar. On le disait que le bilan, 3 ans plus tard, était assez mitigé. Ça pose problème au FMI, Christophe, on l'a appris là cette semaine, qui a demandé au Salvador, c'est ce que nous disaient nos confrères du FT hier, de limiter l'exposition de son économie au Bitcoin dans l'espoir d'obtenir un prêt d'aide publique, 1,3 milliard de $. Mais pourquoi ça pose un problème au FMI moi, je dirais que c'est quasiment la monnaie traditionnelle et le système financier ancien qui veut faire de la résistance. Et là, c'est très clair. Ils mettent une pression monstre au Salvador pour qu'il change et pour qu'il sorte de ce système de Bitcoin qu'ils ont introduit. C'est une pression, c'est presque politique, ouais, et mauvais presque, je dirais. Alors, c'est vraiment pour marquer un point, parce que ce qu'ils demandent, c'est donc aujourd'hui au Salvador, un commerçant est obligé d'accepter le Bitcoin. Dans les faits, c'est pas la réalité, et il y a beaucoup de commerçants qui transactent en dollars et qui n'ont pas l'obligation, enfin qui ne le font pas de fait. Donc ce que demande le FMI, c'est de dire lever cette obligation et rendre le fait facultatif d'accepter le Bitcoin. Comme c'est déjà un état de fait, bon, ça ressemble à une concession assez facile à faire de la part de Nayib Bukele pour obtenir 1,3 milliard de prêts du FMI. Mais par contre, dans le fond, c'est assez scandaleux, dans la mesure où le FMI, en gros, en règle générale, pour accorder des financements, il met un certain nombre de contraintes. Oui, c'est pas écrit dans ses statuts à ce stade. Mais souvent, ces contraintes-là, ça va être libéraliser l'économie, faire des privatisations, etc. etc. C'est pas... en fait, on va rentrer dans les décisions souveraines d'un pays souverain sur décider quelle est sa monnaie. Alors, si on est un peu taquin, on devrait aller un cran après. C'est-à-dire que, normalement, le FMI doit constituer des réserves à partir des monnaies mondiales de ses membres. Donc, théoriquement, le FMI devrait avoir du Bitcoin. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Par contre, là où c'est politique et où c'est complètement politique, c'est que le FMI, c'est pas juste le FMI. On parle souvent des institutions sœurs de Bretton Woods. Bretton Woods, qui était le système qui a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait 3, en gros, grands faits saillants. Le premier, c'est la Banque mondiale. Le deuxième, c'est le FMI. Et le troisième, c'est le dollar comme monnaie mondiale. Donc, quand le FMI fait un prêt, il le fait en dollars. Et il a besoin du dollar. Il a besoin que le dollar reste monnaie internationale. Et les États-Unis
aussi. Donc quand un pays dit, en fait, on va s'émanciper du dollar, ils n'aiment pas ça. Ils avaient déjà fait ça avec l'Argentine, qui était dans une situation qu'on connaît, et lorsqu'ils avaient accordé un package d'aide, ils avaient dit, on veut bien, mais à condition que vous découragiez la population d'utiliser Bitcoin. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, étant donné que c'est hors du système financier et monétaire, en fait, ça permet aux gens de s'émanciper, de fuir finalement, lorsqu'on a une monnaie inflationniste ou qu'on a des contrôles d'échange ou ce genre de choses. En fait, le FMI, son objectif, c'est que la population subisse ces mesures. Parce que si elle ne le subit pas, il ne peut pas sauver la monnaie fiduciaire locale. On parlait du Salvador, on pourrait parler du continent africain. Christophe, du Nigeria notamment ? Ce qu'on peut remarquer au Nigeria, c'est que le Bitcoin est de plus en plus adopté par la population, alors qu'il y a c'était même interdit d'utiliser au début. De manière générale, en Afrique, le Bitcoin et d'autres monnaies sont de plus en plus utilisées parce qu'il y a le phénomène que décrivait Alexandre à l'instant, c'est qu'il y a très peu de bancarisation et donc ça offre une autre possibilité. Et puis dans l'Afrique de l'Ouest un peu francophone, il y a le problème du franc CFA et qui est la monnaie utilisée, qui est décriée dans certains pays notamment. Et là, le Bitcoin offre une autre possibilité. Donc, on voit de plus en plus d'utilisation et quelque chose qui se passe en Afrique. Oui. Je crois que la Centrafrique a fait aussi du Bitcoin une monnaie... Très éphémère. Éphémère. Très éphémère. Venons-en maintenant au problème avec le Bitcoin, si vous voulez bien, messieurs, et les crypto-monnaies en général. On l'a évoqué comme ça en filigrane depuis le début de notre discussion. D'abord, l'instabilité de la valeur. Certes, Christophe le rappelait, depuis sa création, la pente est ascendante, mais il y a eu des crises, il y a eu des pertes. Est-ce que c'est un problème et en quoi ce serait un problème, Romain Oufel ? Je pense que c'est inhérent au fait de vouloir créer un système à partir de rien. C'est-à-dire qu'on oublie souvent, et trop souvent, que Bitcoin, ça sort un peu de nulle part, ça apparaît il y a 16 ans, et ça vise à mettre en branle un système monétaire qui aujourd'hui vaut 2 milliards 2000 milliards de dollars, et c'est déjà énorme en fait, et c'est déjà exceptionnel d'être arrivé là. Alors oui, bien sûr, ce faisant, il y a une volatilité des cours pour différentes raisons. D'une part, parce que c'est un actif qui peut s'acheter et se vendre à tout moment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que d'une part, cette volatilité-là, elle diminue avec la croissance des échanges, avec le fait qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs institutionnels, de grands groupes qui commencent à détenir du Bitcoin. Et on voit aussi, en fait, si on regarde le temps long, que c'est plutôt une volatilité à la hausse, quoi. C'est-à-dire que généralement, les détenteurs de Bitcoin, ceux qui ont gardé, et c'est là où c'est très important, pour moi, de voir Bitcoin comme quelque chose qui se garde dans le temps, un investissement très risqué, certes, mais un investissement sur lequel il ne faut pas du tout s'amuser à faire du trading, de la spéculation, de l'achat-vente, mais garder sur le long terme. Et tous ceux qui ont gardé sur le long terme, personne n'a perdu d'argent en Bitcoin. Risqué, vous êtes d'accord avec le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, qui le disait il y a encore quelques semaines au micro France Inter de nos confrères. On l'écoute. Le Bitcoin ne devient pas un actif sûr. Je redis ce que mes collègues et moi avons souvent dit, c'est un actif risqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir en Bitcoin, ça fait partie de la liberté. Mais le conseil, c'est de le réserver à des investisseurs avisés. Et il y a eu d'ailleurs dans le passé, le message on a matin, un peu oublié, mais souvenez-vous, oui. Il y a 2 ans, il y a eu des baisses sensibles du Bitcoin. Donc le message, c'est important. Le message ce matin, parce qu'on va voir le Bitcoin exploser avec Elon Musk, avec Donald Trump. Ceux qui nous écoutent ce matin et qui se disent tiens, je vais investir dans le Bitcoin maintenant qu'il est dérégulé aux États-Unis, je vais faire de l'argent facilement. Vous dites quoi ? Oui, alors j'ai peut-être un message plus général, Léa Salamé, qui est fondé sur des décennies, des siècles d'expérience financière. Si quelqu'un un jour vous promet un produit financier qui rapporte beaucoup et qui ne comporte aucun risque, fuyez. Fuyez. Voilà, fuyez, dit François Villeroy de Galhau, Alexandre Tzatchenko, qui dit aussi qu'il faut réserver le Bitcoin à des investisseurs avisés. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Tout l'inverse. Alors, d'abord, il y a un conflit d'intérêts naturel dans sa position, évidemment, qui est que, on l'a dit, le Bitcoin a pour objectif de contrecarrer, de remplacer les banques centrales. Donc, forcément. Mais est-ce que c'est un bien ? Est-ce que c'est une bonne idée, ça, de faire passer les banques centrales pour des satans ? Vous allez me dire. Moi, je pense que oui. Vous pensez que oui ? Juste il y a débat sur la partie risque. Et après, je répondrai à cette question. Mais pour moi, il faut renverser la perspective. C'est-à-dire que je suis même pas d'accord sur le fait que c'est un investissement
investissement. Ça ne produit pas de rendement, ça ne produit pas de dividendes, c'est pas un investissement au sens investir, créer créer de la richesse. C'est de l'épargne. Disons qu'on peut l'acheter, le revendre et gagner de l'argent. Dans la tête des gens, c'est une forme d'investissement. Donc on peut acheter une maison, la revendre, on peut acheter un fruit et légumes et le revendre à côté. Enfin, on peut tout faire. Là, ce que je veux dire, c'est que je fais une différence avec l'épargne, vraiment au sens où, comme le disait Romain, c'est pour le long terme. Quand on achète du Bitcoin, en fait, on vend de l'euro. Ce qu'on fait, c'est qu'on se sépare d'une monnaie qui tendanciellement est peut-être moins volatile, mais je peux vous mettre ma main à couper que chaque année, elle perdra en pouvoir d'achat. Je le disais tout à l'heure, c'est la mission des banques centrales. C'est leur objectif de détruire la valeur de leur propre monnaie. Donc finalement, le risque, il n'est pas où on croit. Et moi, typiquement, mais quand je parle à des audiences, qu'elles soient néophytes ou qu'elles soient avisées, ma première question, c'est de parler de l'antithèse de Bitcoin. C'est-à-dire, pourquoi vous n'en achèteriez pas ? Vous n'en achèteriez pas si vous pensez que les banques centrales vont redevenir orthodoxes de façon durable. Personne n'y croit. Parce que ce n'est pas possible. Si elles redeviennent orthodoxes de façon durable, l'économie entière s'effondre. Donc elles sont obligées de détruire la valeur de la monnaie à 2% par an dans le meilleur des cas, à 5-10 comme on l'a vu les précédentes années. Donc non, pour moi, effectivement, le risque, il est côté banque centrale. J'ai dit tout à l'heure, c'est un système qui est prédateur des ressources sur l'environnement, qui crée de la connivence, qui crée des inégalités très fortes, l'effet cantillon. Donc plus on est proche du robinet monétaire, plus on prend de l'argent. Donc avoir un système alternatif, c'est de l'épargne. C'est une fuite de ce système-là. Christophe ? Moi, j'avais une question. Du coup, 100 000 $, on va jusqu'à où ? Est-ce que vous... Parce que c'est... Oui, il y a une réponse qui est possible. Alors, sans donner d'horizon de temps. Mais par contre, l'objectif de Bitcoin, c'est de venir prendre la premium monétaire, donc c'est-à-dire la capacité d'épargne qui est allée se loger sur les autres actifs du fait du caractère déficient de la monnaie. Parce que sur l'histoire de l'humanité, le réflexe humain normal quand on veut épargner pour le long terme, c'est de stocker de la monnaie, c'est de thésauriser. Le problème, c'est que quand on est passé au système inflationniste, ça ne fonctionne plus. Si on fait ça, on perd de l'argent tous les ans. Donc les gens ont fui déjà la monnaie, ils l'ont déjà fait. Et ils sont allés où ? Ils sont allés pour partie dans l'immobilier. Une partie substantielle de l'immobilier n'est pas du tout achetée pour se loger, mais pour préserver de la valeur. Une partie dans les actions, une partie dans l'art, une partie dans l'or. Le Bitcoin arrive et sa prétention maximale, c'est de venir prendre la premium monétaire et de la ramener sur Bitcoin. Donc en fait, ça nous fait des Bitcoins à 1 million, 2 millions, 3 millions sans problème, mais pas l'an prochain. Oui, je pense qu'il y a des avis partagés. Il y a des gens qui pensent que Bitcoin va aller à zéro. Que c'est une tulipe. D'ailleurs, c'était le discours, et le discours a évolué, le discours de monsieur le gouverneur de la Banque de France, qui était de dire Bitcoin, c'est une tulipe, en référence à la bulle spéculative en Hollande au XVIIe siècle, ça va aller à zéro. On voit qu'il emploie moins ces termes. Il dit maintenant, c'est risqué, il dit plus, c'est une tulipe. Bon, donc il y a de moins en moins de gens qui pensent que ça va aller à zéro. Maintenant, il y a plusieurs économistes qui font un parallèle entre Bitcoin et l'or, qui disent que Bitcoin est une forme d'or numérique. Si on regarde le marché de l'or, on en parlait, Alexandre, c'est 18 000 milliards de dollars, c'est à peu près 9 fois Bitcoin. Donc si on se dit à terme que Bitcoin doit représenter la valeur de l'or, ça nous fait un Bitcoin à 800 000, 900 000 dollars. Je voudrais vous entendre, Romain Rouffel, sur les critiques, sur les opposants Bitcoin, qui disent que c'est un symbole du capitalisme le plus brut, que ça sous-tend un discours ultra-libéral, pour ne pas dire libertarien, où les banques centrales sont de grands satans. Qu'est-ce qu'on répond à ça quand on travaille dans ce secteur-là ? Je pense qu'une alternative est bienvenue. Dans tout, en fait. Tout dans la vie, en général, avoir une alternative à un monolithe central est bienvenue. Je pense que Bitcoin représente cette alternative. Et pour moi, Bitcoin, c'est la liberté. Donc, au contraire, Bitcoin, c'est la liberté. C'est une liberté de choix. C'est une liberté de transaction. Donc, ça représente que des choses positives. Qui doit coexister avec un système plus traditionnel. Qui peut tout à fait coexister. Qui peut. Un mot quand même, parce que c'est important. Christophe, on dit du Bitcoin qu'il est un grand consommateur d'énergie, qu'il vampirise les ressources énergétiques de régions entières. C'est ce qui avait été dit d'ailleurs Elon Musk, qui était un des grands... qui a fait beaucoup sur le Bitcoin et sur la spéculation autour du Bitcoin, à un moment avait retiré le terme Bitcoin de son profil parce qu'il trouvait que c'était pas assez propre au niveau énergie. Il y a des solutions qui sont trouvées quand même par rapport à ça, et vous les évoquiez. Il y en a il y a notamment au Texas l'idée de miner, parce que c'est ça qui prend de l'énergie, du Bitcoin avec des énergies vertes. Ça va se développer et ça va changer dans les prochaines années. Pour qu'on comprenne bien, il faut des très gros ordinateurs qui consomment beaucoup d'énergie, c'est ça ? En fait, alors, ça a beaucoup été dit,
mais ça ne correspond pas à la littérature scientifique. C'est-à-dire que là, si on prend, il y a une quinzaine au moins sur les deux, donc c'est pas juste 2 ou 3, il y a une quinzaine d'études scientifiques revues par les pairs de ces dernières années, que ce soit Cambridge, Oxford, Cornell, UCL, enfin il y en a un paquet, là on n'est plus sur juste 2 personnes dans un garage, qui nous disent que Bitcoin est une chance pour la transition énergétique. Donc c'est pas du tout ce qu'on entend la plupart du temps dans le débat public, à plusieurs égards, je dirais très brièvement. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est que c'est une alternative à un système monétaire qui force l'entièreté des humains sur cette terre à consommer. Et c'est pas caché, je ne suis pas en train de faire du complotisme. L'objectif de la cible de 2% d'inflation, c'est de favoriser la consommation pour faire croître le PIB. Donc c'est dans l'ADN du système monétaire d'empêcher la sobriété. Donc comme on n'y arrivera pas sans sobriété, on a besoin d'un système monétaire alternatif. D'un point de vue opérationnel, il y a au moins 2 ou 3 grands cas d'usage qui sont mis en avant. Le premier, c'est l'équilibrage de réseau. On l'a dit, le Texas le fait, maintenant c'est à hauteur industrielle, plusieurs gigawatts, et ça fonctionne bien. Ça a permis le déploiement des énergies renouvelables qui avaient atteint un plafond de verre de rentabilité. Donc là, on leur garantit des prix qui ne seront jamais négatifs. Il y a aussi un sujet autour du méthane, qui est un gros pollueur et qu'on ne sait pas aller chercher aujourd'hui. Le Bitcoin est le seul avec des centres de calcul qui sont capables d'aller sur place, qui n'ont pas besoin d'une fibre optique, qui ont besoin juste d'une connexion Internet satellite et qui peuvent consommer cette énergie-là. Et puis après, c'est aussi consommation de déchets, parfois déploiement de nouveaux réseaux énergétiques. Au Congo, il y a le parc des Virunga notamment qui a été sauvé grâce à Bitcoin, peu de gens le savent, mais certains des derniers gorilles de montagne disent merci à Bitcoin aujourd'hui. S'il pouvait parler. Oui, Romain, là-dessus, sur la consommation énergétique. Moi, je pense qu'Alexandre a bien répondu. Si vous voulez, on va faire le dernier dont on parle souvent, qui est le blanchiment et le fait que ça alimente le terrorisme ou la corruption. Toutes les études montrent aussi que c'est complètement faux, que c'est une portion très extrêmement minime des volumes de blanchiment. Alors à 99%, ça vient pas de nulle part, vous avez raison, à 99%, ça se fait en dollars ou en euros, en monnaie fiduciaire. Un dernier mot sur la protection des utilisateurs. Et il y a eu dans le passé des cas d'arnaque assez forts, on l'a vu au Salvador notamment. Est-ce que ça tend à s'améliorer? Je ne sais pas, Alexandre. Ça dépend, c'est une question de timing. L'Europe a fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire qu'on a régulé avant tout le monde, donc on est protégé, mais il n'y a pas d'entreprise. Par contre, d'autres endroits, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu le fait de n'importe quelle innovation, il faut le temps qu'elle se crée, donc il y a de la casse, mais on va de plus en plus vers de la régulation importante, régulation qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Parfois c'est de la surveillance financière, parfois c'est une restriction sur les libertés fondamentales, donc parfois ça protège et parfois c'est une très mauvaise idée, mais en tout cas aujourd'hui par exemple en France, je terminerai là-dessus, si jamais vous voulez acheter du Bitcoin, il y a une liste auprès de l'autorité des marchés financiers de prestataires qui sont enregistrés, qui respectent un certain nombre de critères, donc la régulation se met en place. Voilà, on a bien compris qu'on n'a pas les moyens d'acheter un Bitcoin à 100 000 dollars auquel on peut acheter pour 1 centime. Merci beaucoup. Notre intention n'étant pas bien sûr d'encourager qui que ce soit. Liberté, on l'a bien compris. Merci à tous les trois d'être revenus sur ce plateau. Merci Christophe Dansette, à demain. Merci beaucoup Romain Rouffel, entrepreneur et professeur en Bitcoin à l'EDEC. Merci beaucoup Alexandre Stachenko, auteur de Bitcoin et crypto-monnaie facile. Si vous n'avez pas tout compris à l'issue de cette émission, vous pouvez lire ce livre chez First Edition. La programmation de Parlons-en continue. Tout de suite, c'est notre grand format. Ensuite, le journal des sports. Et on se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure.